Donc cette séance est consacrée au bricolage, non pas comme pratique de loisir, mais comme manière subversive d'être au monde, dans une perspective d'émancipation du capitalisme. Et on a invité une chercheuse et un chercheur qui ont réfléchi, qui ont écrit sur le bricolage de façon très différente, et vous le verrez, très complémentaire, pour leur demander quelle a été leur approche du bricolage. Est-ce que c'est une manière d'économiser des matériaux? Est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est un idéal de société? Et qu'est-ce que cette logique du bricolage qu'on oppose parfois à la logique, par exemple, de l'ingénieur? Il sera pas mal question des liens entre bricolage, travail et écologie. On se demandera ce que peut le bricolage dans un monde déjà pas mal abîmé, qui demande à être réparé de multiples manières. Et est-ce qu'il peut constituer une pratique de résistance à l'échelle de la société, ou à l'échelle collective? Et je passe la parole à Jean-Philippe. Merci. Alors, je vais maintenant vous présenter nos deux intervenants. Je vais lire mon texte pour éviter de dire des bêtises et ne pas me tromper sur ces présentations. Donc, Guillaume Sabin est ethnologue et magasinier valoriste dans une recyclerie de matériaux. Il est formé dans le champ de l'éducation populaire. Il y intervient comme professionnel durant une dizaine d'années entre 1995 et 2005 et continue aujourd'hui d'y œuvrer à titre bénévole. Et ses expériences d'éducation populaire l'amènent à passer 2 années en Argentine auprès de mouvements paysans autochtones. C'est un travail de terrain de longue durée qui s'inscrit dans le cadre d'une thèse en sciences sociales avec l'Université de Buenos Aires et en ethnologie avec l'Université de Bretagne occidentale. Il est enseignant-chercheur de 2010 à 2022 à l'Université Rennes 1, où il travaille et enseigne sur les questions de pédagogie à visée émancipatrice. Et il est membre associé du laboratoire CNRS à Rennes. Guillaume Sabin est aussi l'auteur de Dévier, Économie de l'émancipation et écologie des relations, ce livre-ci qui est sorti aux éditions Libertalia en 2025, mais aussi de La joie du dehors, essai de pédagogie sociale, Libertalia également en 2019, et de L'archipel des égaux, lutte en terre argentine aux presses universitaires de Rennes en 2014. Fanny Lederlin, après 15 ans de vie professionnelle dans le domaine de la communication, vous avez repris des études qui vous ont mené au bout d'un doctorat de philosophie politique. Fanny Lederlin explore désormais les voies d'une critique interstitielle permettant d'ouvrir des espaces de liberté et de viabilité dans un monde abîmé et dominé par les logiques instrumentales et solutionnistes. Le bricolage est l'un des chemins, fondé sur l'expérience pratique consistant à faire avec les moyens du bord et articulant l'attention pour les choses et le soin des êtres vivants. Le bricolage se présente en effet comme une manière de penser et d'agir capable de nous aider à remettre la main sur le monde. Fanny Lederlin est l'auteur de Les dépossédés de l'Open Space aux presses universitaires de France en 2020, Éloge du bricolage aux presses universitaires de France 2023 et Critique en crise, PUF également en 2025. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous accorder ce temps et vos interventions, et je vous laisse la parole maintenant. Fanny, si je ne me trompe pas, c'est toi qui commences. Je vais partager avec vous ce cheminement qui a été le mien vers le bricolage et qui est un cheminement intellectuelle. Donc moi, ma démarche, elle est théorique, là où celle de Guillaume sera beaucoup plus pratique et concrète. Donc pour vous raconter ce cheminement, il faut que je revienne un petit peu sur mon parcours. Donc j'ai d'abord travaillé pendant 15 ans dans le domaine de la communication, de la publicité. J'ai bossé en agence de pub, donc comme Peggy Olson, pour celles et ceux qui seraient familiers de la série que je recommande, Mad Men. Et donc, comme elle, voilà, je travaillais dans des bureaux et je ne m'intéressais pas du tout ni aux questions de bricolage, ni d'ailleurs aux questions de philosophie ou autres. Mais à l'aube de mes 40 ans, eh bien, j'ai entamé une reconversion professionnelle. Je ne vais pas entrer en détail sur les raisons qui m'ont mené à la faire, mais donc j'ai repris des études de philosophie. Je me suis inscrite à la Sorbonne en Master 1, puis Master 2, et puis j'ai enchaîné sur un doctorat de philosophie politique que j'ai soutenu en mars 2023, une thèse qui était consacrée à la question de la critique moderne et de son articulation à la théorie et à la pratique. En gros, la question que je me suis posée, le point de départ, c'était pourquoi la critique moderne n'a-t-elle pas changé le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en travaillant sur ce sujet, eh bien, j'ai été amenée à faire un certain nombre de découvertes qui, peu à peu, m'ont mené sur la piste du bricolage. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment, évidemment, pas tellement en détail, parce qu'en 20 minutes, je n'aurai pas le temps de le faire, mais je vais vous donner les grands axes de ma réflexion
et ce qui m'a conduit donc sur la piste du bricolage. Donc ma thèse a fait l'objet d'une publication l'année dernière, donc un livre paru au PUF qui s'appelle Critique en crise, comment prétendre changer le monde aujourd'hui. Vous voyez que le mot prétendre est très important dans le sous-titre, puisque finalement la question que je me pose est encore une fois une question très théorique. Il s'agit en fait de partir de la 11e thèse sur Feuerbach de Marx. Pour celles et ceux qui en seraient familiers, Marx a notamment écrit cette thèse très célèbre dans laquelle il dit « Jusqu'à présent, la philosophie s'est contentée d'interpréter le monde. Ce qu'il faut maintenant, c'est le changer. » Et cette thèse, elle porte en fait tous les espoirs qui ont pu être ceux de la théorie critique au cours du 19e siècle et de ses multiples révolutions, au cours du 20e siècle aussi, et de ces multiples révolutions aussi, multiples révolutions dont nous, qui appartenons maintenant au 21e siècle, savons qu'elles ont toutes échoué. Je pense qu'on peut le dire en ces termes-là. Et donc la question, c'est pourquoi. Alors, pour ça, je suis revenue tout simplement à l'objet qu'est la critique comme forme de pensée. Alors c'est une forme de pensée qui n'est pas proprement moderne, en fait elle remonte à l'Antiquité, et notamment à la posture socratique. Socrate est un penseur critique. Donc c'est pas un philosophe comme les autres, dans le sens où c'est pas un enseignant en philosophie, il n'a pas créé une école, contrairement à Aristote par exemple. Mais ce que faisait Socrate, c'est qu'il se promenait sur l'agora et bien qu'il accostait ses concitoyens, les Athéniens, et qu'il leur posait des questions énormes du type qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le juste, et que bien ceux qui se prêtaient à son jeu et qui acceptaient de répondre se trouvaient très vite assez dépourvus. Au début, ils proposaient des réponses, et puis Socrate leur montrait qu'en fait ces réponses n'étaient que des préjugés qu'ils avaient acquis soit d'autres personnes qui leur avaient transmis ou de d'autres conversations, mais en tout cas qu'elles ne correspondaient pas à une réflexion propre, et il les amenait de question en question à s'interroger et à aller au-delà des préjugés. On surnommait Socrate le temps. Vous voyez, le temps, c'est pire qu'un moustique. Enfin, c'est un insecte qui mord la peau et qui ne nous lâche pas. Socrate, il avait ce côté assez insupportable à ne jamais lâcher son interlocuteur jusqu'à ce qu'il aille au bout de la démolition de ses préjugés, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne savait rien, et que ne sachant rien, il se mette à chercher en son fort intérieur un raisonnement qui lui permette de répondre véritablement à la question. Donc c'est ça, la critique, en tout cas dans son acception ancienne. Et puis à la modernité, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, au moment de l'époque des Lumières, la critique garde cet héritage, avec cette idée d'exploration, de mise à l'épreuve de ce que l'on croyait acquis et de mise à l'épreuve de soi-même, mais devient aussi une mise à l'épreuve du monde. C'est vraiment ça la nouveauté du geste des Lumières, du geste du XVIIIe siècle qu'incarne évidemment notamment Kant qui avec ses trois critiques a posé les éléments clés, disons, de la méthode de la critique moderne. Avec la critique de la raison pure, il pose les éléments de méthodologie, disons, de réflexivité de la critique, puisque dans la critique de la raison pure, l'idée c'est de réfléchir aux limites de la connaissance. Que puis-je savoir et qu'est-ce qui dépasse l'ordre de la connaissance? Et c'est quand même Kant qui met au jour le fait que la métaphysique n'est pas un objet de connaissance, ce qui est une véritable révolution à l'époque. Dans la critique de la raison pratique, il se pose la question de la moralité et il essaye de comprendre comment on peut, en se détachant des tutelles traditionnelles de la pensée, tutelle qui était notamment la religion, mais aussi la famille, mais aussi toute forme d'autorité, par exemple d'autorité politique, comment on peut quand même, par soi-même, se fixer des règles morales. Donc il y a une dimension normative très importante dans la critique. Et puis, dans la critique de la faculté de juger, Kant explore la dimension sensible de cette forme de pensée. Donc c'est une critique de l'esthétique, du jugement esthétique, mais dans lequel il affirme quelque chose qui est extrêmement important et qu'on a peut-être eu tendance à oublier, disons, au cours du XXe siècle, qui est que la critique ne s'articule pas seulement à la raison, mais aussi à la sensibilité, à l'expérience, aux sentiments, au pathos, aux affects. Ça, Kant l'affirme dans la critique de la faculté de juger.
Voilà pour la question de la méthode. Ensuite, j'ajouterai deux autres points. On a vu Marx, Marx qui est donc celui qui va, une fois que Kant a posé la méthode, affirmer la dimension transformative de la critique. C'est bien ça le projet de la 11e thèse. C'est-à-dire que la critique ne doit pas seulement penser le monde, mais aussi le changer. Et puis, au XXe siècle, j'ai trouvé important de parler de Foucault, parce que Foucault, qui est un théoricien critique, parmi d'autres, évidemment, il y a plein de courants critiques qui émergent après Kant et après Marx, mais lui affirme la dimension d'attitude critique. Dans les années 70, il explique que l'attitude critique consiste à ne pas vouloir être gouverné comme ça, pas par eux, pas comme ça. Voilà, il y a cette dimension de négativité et de mise à distance de toute forme de pouvoir qui nous occupe aujourd'hui, parce qu'il y a une dimension subversive dans la critique qui évidemment est extrêmement importante et qui participe de sa capacité émancipatrice. Et puis j'ai voulu citer Hannah Arendt, qui n'est pas connue pour être une théoricienne critique, et d'ailleurs elle avait vraiment pris beaucoup de distance, notamment avec l'école de Francfort, essentiellement pour des raisons biographiques, mais peu importe ici. Mais pour moi, Hannah Arendt apporte aussi à la réflexion critique du XXe siècle quelque chose qui est de l'ordre de l'existentialité, quelque chose comme une réflexion sur notre rapport au monde, un rapport critique au monde. Et ça, elle l'a fait à travers une œuvre dans laquelle la négativité critique s'exprime sous la forme de la question du rapport au monde. Encore une fois, on y reviendra sur la question du bricolage. Je passe vite maintenant sur le sujet. La grande thèse de mon travail, découverte, si on peut dire, enfin c'est une découverte pour moi, d'autres l'avaient fait avant, et bien sûr je me suis appuyée sur des travaux de très nombreux auteurs, mais c'est que la critique moderne, en fait, aboutit à une forme d'impasse. Elle aboutit à une forme d'impasse pour plein de raisons, et je dirais que la raison essentielle, c'est qu'elle est née avec la modernité, avec les Lumières, et que donc, naissant avec les Lumières, elle en hérite aussi d'un certain nombre de travers, d'erreurs, pourrait-on dire. La critique moderne, par exemple, se construit sur la foi dans le progrès. La critique moderne, et Marx en est évidemment une image assez forte, considère que l'humanité suit un chemin linéaire qui l'amène vers une forme de progrès. La notion de révolution, qui a été un point très très fort dans la critique moderne, elle-même est héritière de cette vision linéaire de l'histoire qui est progressiste et qui considère que génération après génération, l'humanité serait amenée à aller vers le mieux. Nous savons aujourd'hui, nous savons au moins, je dirais, disons depuis la Shoah en fait, parce que ça date d'avant la crise écologique, ce constat, mais que l'humanité, quand bien même elle a connu ce siècle merveilleux du XVIIIe qui était celui des Lumières, a aussi été capable de provoquer une catastrophe qui est une régression hallucinante quand on sait d'où elle partait. Et que cette catastrophe, eh bien, dans cette catastrophe, la critique n'est pas tout à fait innocente, en fait. La critique y a contribué d'une certaine manière. On peut faire le procès de la critique en se disant que l'usage de la raison, quand il est fait sans limite, quand il est fait de manière, avec une forme d'hubris, c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment, eh bien, l'usage de la raison peut aboutir à des résultats inverses à ceux qui étaient souhaités donc par les philosophes des Lumières. Ça, c'est pour le constat général. Après, sur un certain nombre d'écueils spécifiques liés à la critique, je voudrais en évoquer 4 avec vous. Le premier, c'est ces pétrifications idéologiques. La critique moderne, très souvent, se fourvoie quand elle remplace la réflexivité, qui est l'un des éléments clés de la méthode kantienne, par l'idéologie. Hannah Arendt, que j'ai citée tout à l'heure, met un trait d'union entre idéaux et logie, et je trouve intéressant de garder à l'esprit cette image-là du trait d'union, en disant que l'idéologie, eh bien, consiste dans le fait de faire découler une théorie, de faire découler une logique d'idées que l'on a déjà.
Eh bien ça, c'est un piège terrible pour la critique. Quand elle s'arrête de penser les résultats qu'elle a elle-même mis au jour, et quand elle considère ces résultats comme une voie toute tracée, comme un chemin lui dictant en fait une logique, un raisonnement à suivre. Contrairement à l'idéologie, la critique réflexive doit sans cesse questionner ses résultats, sans cesse questionner les solutions qu'elle a cru mettre au jour. Alors c'est sûr que c'est pas satisfaisant, que c'est difficile, que c'est même une expérience douloureuse, à la fois du point de vue intellectuel et pratique, mais il n'y a que comme ça que la critique peut être viable et vivante. Donc, pétrification idéologique, vous l'avez compris, c'est l'écueil de la plupart des révolutions du 19e et du 20e siècle. Deuxième grand écueil, la question du positivisme et du solutionnisme. J'ai vu que vous aviez fixé une prochaine réunion sur la question de l'IA. Donc, on a tous en tête ce nouveau grand phénomène technique qui est apparu il y a à peine 3 ans. Mais l'IA est la fille de quelque chose que nous connaissons très bien, qui est d'abord la technologie, et les progrès qu'elle a pu faire au cours du XXe siècle, et qui est articulée à une idéologie dont nous sommes les héritiers et qui est dominante aujourd'hui, qui est l'idée selon laquelle la technique pourrait résoudre nos problèmes. La technologie pourrait résoudre nos problèmes. C'est ça le solutionnisme. C'est évidemment l'idéologie qui domine aujourd'hui toute la côte ouest des États-Unis, les GAFAM qui mettent au point ces technologies que j'évoque, mais c'est aussi finalement l'idéologie qui irrigue les théories managériales, le monde du travail en général et une certaine forme d'appréhension des questions écologiques aujourd'hui, y compris dans la dimension, je dirais, programmatrice, planificatrice. Dans la planification écologique, il peut y avoir aussi quelque chose comme une forme in fine de solutionnisme. Ça dépend évidemment comment c'est amené, comment c'est conçu, mais bon, je vous indique ça, on en reparlera certainement tout à l'heure. Autre écueil de la critique, les captations par le capitalisme. Je vais aller très vite là-dessus, mais le capitalisme, le titre de la séance est un peu ambitieux. Comment le bricolage peut-il constituer une subversion qui permet d'attaquer le capitalisme? On peut se le dire tout de suite, le capitalisme est pas prêt de mourir. Bon, c'est une mauvaise nouvelle étant donné les écueils et les défis auxquels nous faisons face, et notamment parce que le capitalisme a cette capacité à se régénérer en se nourrissant de la critique. Alors ça, c'est un phénomène qui est absolument extraordinaire. C'est pas seulement que le capitalisme s'appuie sur un appareil de pouvoir dominant, extrêmement puissant, etc. Ce qui est vrai aussi, une classe dominante, très consciente d'elle-même, qui est capable d'instaurer son pouvoir, c'est vrai aussi. Mais le capitalisme s'est nourri au fil de l'histoire des critiques qui lui ont été faites. Je vous prends simplement un exemple. Au moment de mai 68, il y a une critique très forte qui s'exprime pas seulement en France, mais dans le monde entier. Une critique qui consiste à contester la hiérarchie, l'ordre, une forme de rigidité dans l'organisation du travail, par exemple, et à revendiquer une forme d'autonomie. Mais qu'est-ce qui se passe dans les décennies qui suivent? Eh bien, l'entreprise agile apparaît, les hiérarchies horizontales en râteau apparaissent, la mise en compétition des salariés les uns par rapport aux autres, et donc une espèce de casse des collectifs de travail qui en fait correspond tout à fait à l'idéologie libertaire héritée de 68, et voilà, et le capitalisme se maintient en s'étant transformé marginalement. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple, et vraiment on pourrait en trouver des dizaines d'autres. Et enfin, dernier écueil, et ça c'est un écueil très contemporain de la critique moderne, une forme de basse critique. J'appelle ça comme ça, parce que ça résonne avec l'idée des basses lumières, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'étaient les basses lumières, mais le complotisme, qu'on a tous à l'esprit, est une forme de critique. Il faut le savoir. C'est une forme de critique même du néolibéralisme. Trump, le néofascisme, pour l'appeler comme ça, on va voir quel terme se décante dans les années qui viennent, mais
Trump incarne une forme de critique de ce qu'était le néolibéralisme, puisqu'il propose quelque chose d'autre. Les lumières sombres, dont se revendiquent un certain nombre d'intellectuels aux États-Unis, sont une forme de critique. Mais c'est une critique que l'on peut qualifier de basse, une critique qui parfois sombre dans une forme de nihilisme aussi, qui en fait méconnaît la méthode critique, notamment posée par Kant, qui finalement l'a fait tomber dans une forme de rejet radical du monde qui n'est pas appuyé sur une démarche suffisamment scrupuleuse en fait. Et donc ça, je pense que c'est l'un des dangers contemporains que connaît la critique aujourd'hui. Évidemment, l'écueil, le point d'achoppement de toutes ces difficultés, c'est l'incapacité qu'a eu la critique moderne jusqu'à présent à résoudre la question qui nous réunit aujourd'hui, qui est celle de la catastrophe écologique. Là aussi, je vais passer vite, je détaille bien sûr tout ça dans le livre Critique en crise, mais il se trouve que la critique écologique n'a jamais réussi jusqu'à présent à politiquement s'incarner dans un mouvement capable d'enclencher quelque chose comme une rupture radicale avec le capitalisme. Donc il y a plein de raisons historiques à cela, mais moi l'hypothèse que je pose, c'est que la théorie critique en tant que telle, encore une fois héritière de trop de concepts issus de la modernité, n'est pas capable de réaliser ce changement pratique que nous attendons. Et du coup, je reprends une citation de Latour, mais finalement, l'endroit où on en arrive, quand on raisonne comme ça théoriquement sur la question de la critique, c'est qu'il est temps de changer nos façons de changer. On ne peut plus penser le monde, même le connaître, l'observer et essayer de le transformer à l'aide d'outils qui nous viennent de la naissance de la modernité, qui nous viennent du XVIIIe et du XIXe siècle et qui sont lestés d'une certaine manière de trop de concepts qui ne sont plus compatibles avec les transformations qui sont attendues. J'ai une citation assez belle de Bruno Latour, assez pessimiste aussi, et j'aimerais vous la lire. Donc, il nous invitait il y a 10 ans à juste apprendre à survivre sans se laisser emporter par le déni, par l'hubris, par la dépression, par l'espoir de solutions raisonnables. L'espoir de solutions raisonnables, c'est ce solutionnisme technologique dont je viens de parler, ou par la fuite au désert. Il ajoutait « Le temps n'est plus où l'on espérait s'en sortir. Nous sommes bien, comme on dit, dans un tunnel, sauf qu'on n'en verra pas le bout. En ces matières, l'espoir est mauvais conseiller, puisque nous ne sommes pas dans une crise, ça ne va pas passer. Il va falloir s'y faire, c'est définitif. » Alors c'est très sombre comme constat, et pourtant, il le dit dans cette citation, il ne faut pas non plus se laisser tenter par la fuite au désert. Oui, pardon ? Il reste 3 minutes ? Mon Dieu. Bon. Alors on va aller très vite. Donc, je vous donne le point d'aboutissement de cette réflexion et de cette idée selon laquelle il faut changer nos façons de changer. Ça veut dire qu'en gros, il faut changer de cadre conceptuel. Le cadre conceptuel de la modernité, je vous le dis vite et puis on y reviendra, c'est ce qu'Hannah Arendt a appelé le cadre conceptuel moyen-fin. En gros, ce qui guide le solutionnisme ou la pensée rationnelle, c'est l'idée selon laquelle les moyens justifient la fin. On se fixe une fin théorique, par exemple changer le monde, par exemple mettre à bas le capitalisme, par exemple résoudre la crise écologique, ça c'est des bonnes fins théoriques. Et en fonction de cette fin théorique, on va décider des moyens qui doivent être mis en place pour aboutir à cette fin théorique. Ça, c'est le cadre conceptuel propre à la modernité. C'est le cadre qui correspond à ce que Claude Lévi-Strauss a appelé la logique d'ingénieur. Dans un texte qui s'appelle La science du concret, qui ouvre la pensée sauvage, il oppose la logique d'ingénieur, qui est propre à l'Occident en fait, au rapport au monde occidental, et il explique que les peuples qu'on appelait encore dans les années 60 primitifs, eux ont un rapport au monde bien différent,
qu'il appelle la logique bricoleuse. Vous voyez, ça y est, on arrive au bricolage. Je vais passer assez vite, mais simplement, parce que je pourrais y revenir dans ma prochaine intervention, pour vous décrire brièvement ce qu'est la logique bricoleuse, 2 choses à retenir. La première, c'est que bricoler, donc contrairement à la logique d'ingénieur, qui est un rapport, je dirais, qui procède par abstraction, qui commence par théoriser le monde et qui ensuite essaye de faire rentrer l'expérience dans cette théorie, la logique bricoleuse, elle part de l'expérience et elle articule cette rencontre physique, corporelle qu'on peut avoir avec le monde, avec, eh bien, alors la mythologie, pour les peuples primitifs, ou avec d'autres formes, je dirais, de catégories qui permettent ensuite de mettre en ordre le monde, parce que c'est quand même ça l'enjeu de la science et l'enjeu de notre rapport au monde. Mais donc la logique bricoleuse, elle consiste à faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire non pas à se fixer une fin théorique et ensuite à déterminer les moyens tout aussi théoriques pour y parvenir, mais à se dire qu'est-ce que je fais avec ce qui est déjà là. C'est à peu près ce qu'il dit dans cette phrase. Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées, mais à la différence de l'ingénieur, il ne les subordonne pas à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet. Son univers instrumental est clos et la règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les moyens du bord. Magnifique cette phrase. Et donc on voit que associé à cette idée de faire avec les moyens du bord se trouve immédiatement la question de la limite. Parce que quand je fais avec les moyens du bord, je peux pas délirer sur les moyens. Ils sont déjà là. Et ils sont comme ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont pas terribles, abîmés, cassés, pas en nombre suffisant, etc. Et c'est avec ça qu'il faut faire. Donc vraiment, dans la démarche bricoleuse, il y a intégré cette idée de la limite. Or, la limite, c'est l'un des grands écueils aussi de la pensée moderne. Maintenant, on va voir avec Guillaume comment cette approche bricoleuse elle peut être mise en pratique. Mais avant lui, je voudrais vous montrer l'exemple d'un autre superbe bricoleur, on y reviendra aussi tout à l'heure, qui est un personnage de dessin animé, qui est Wall-E. On n'a peut-être pas... Je vais commenter un petit peu en même temps, mais l'action de Wall-E se passe en 2800. Et les habitants de la Terre ont délaissé cette planète qu'ils ont totalement dévastée pour aller faire une croisière intersidérale et ils y ont laissé des robots censés nettoyer la planète. Et Wall-E, le dernier robot en activité sur cette planète. Je reviendrai sur l'analyse de ce qu'il fait avec ces objets.